Merci de nous rejoindre pour cette table ronde euh, consacrée, je dirais, au cœur de métier de la Fondation Croix-Rouge française, faire de la recherche sur et avec les humanitaires, une mission de la Fondation qui, en amont, fait écho à sa conviction de l'utilité des travaux scientifiques pour l'action humanitaire et qui, en aval, se traduit en activités et expériences concrètes dont nous éprouvons quotidiennement les bienfaits pour les praticiens de l'action sociale et de la solidarité internationale, comme pour les chercheurs d'ailleurs. Les bienfaits, mais aussi, il faut bien le dire, les difficultés nombreuses, changeantes, et qui nous demandent de nous adapter constamment, presque d'inventer des solutions en raison de notre position particulière d'espace dédié à la recherche, mais en dehors du secteur académique. Alors, la Fondation partage cette conviction et cette expérience avec d'autres organisations qui, surtout autour des années 2010, en tout cas en France, ont multiplié également les initiatives de recherche, non seulement sur, mais aussi avec le secteur humanitaire, en partant des questionnements et des réflexions des acteurs au cœur de la réponse humanitaire, pour développer des programmes de recherche participative, action interventionnelle. Voilà, les mots sont multiples, mais en tout cas pour tourner la recherche vers la réponse à des enjeux et des questions importants pour ces acteurs-là. Alors, cette table ronde a pour objectif de dresser un état des lieux modeste du développement important de ces collaborations qu'on observe depuis quelques années entre secteurs scientifiques et humanitaires, des différentes formes qu'elles peuvent prendre. La Fondation est un exemple parmi d'autres, un modèle parmi d'autres, de leurs résultats également, bien sûr, afin d'engager donc une réflexion sur les conditions du succès de ce type de collaboration, les défis majeurs qui subsistent et ce qu'il faudrait faire pour renforcer, puisque je pense qu'on partage tous cette même conviction ici, renforcer les liens entre recherche et action humanitaire. Alors, pour conduire nos échanges, je remercie François Audet d'avoir accepté de m'accompagner. Je vais vous présenter aussi tous les quatre intervenantes que je remercie également. François, vous êtes, je vais faire très court pour vous présenter, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, l'OCA. Et vous avez avant ça un passé d'humanitaire pendant des années, voilà, qui vous a fait voyager un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vos intérêts de recherche portent sur les nouvelles pratiques et approches critiques de l'humanitaire, les enjeux migratoires, la politique d'aide canadienne au développement, et j'oublie pas que vous faites partie des experts associés de la Fondation. Maria Gabrielsen-Gimbert, vous êtes chercheuse principale à l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, PRIO, et co-directrice du Centre norvégien d'études humanitaires. Vous êtes titulaire d'un doctorat en relations internationales et sciences politiques de Sciences Po Paris, vous connaissez la maison, que vous avez consacré à l'internationalisation des conflits au Soudan en 2010, et vos recherches se concentrent sur les interfaces humanitaires et sécuritaires dans les zones frontalières européennes et sur la manière dont elles s'influencent mutuellement. Estelle Foura, vous êtes docteur en sociologie, enseignante et chargée de mission à la Maison des sciences de l'homme sud de Montpellier, où vous animez le pôle co-recherche et ingénierie pédagogique en recherche action participative. Là, il y a les deux, action et participative. Avant cela, vous avez été chargé de recherche dans le cadre de plusieurs projets qui ont notamment porté sur les enjeux sociaux et les dimensions culturelles de l'accès à l'alimentation. Et vous avez bénéficié du soutien de la Fondation Croix-Rouge française pour mener une recherche justement en réponse à un besoin exprimé par la Croix-Rouge française, et vous êtes ici pour en parler. Et enfin, Eleanor Davet, vous êtes historienne spécialiste de l'histoire de l'humanitaire. Vous avez conduit de nombreuses recherches et occupé divers postes à l'Overseas Development Institute à Londres, au Humanitarian and Conflict Response Institute à Manchester ou encore au Humanitarian Advisory Group à Melbourne. Dans l'un de vos ouvrages importants intitulé Idealism Beyond Borders, The French Revolutionary Left and the Rise of Humanitarianism, pour la période 54-88, vous êtes intéressé aux spécificités des réponses françaises face aux problématiques du tiers-monde et à l'émergence du sans-frontiérisme. Et en 2017, d'ailleurs, cet ouvrage a reçu le prix du livre de l'International Studies Association. Voilà, vous avez aussi publié de nombreux ouvrages sur les dynamiques de pouvoir, les débats au sein d'eux et entre les organisations humanitaires. Et vous avez été lauréate aussi d'un prix de recherche du Fonds Croix-Rouge française à l'époque, en 2016.
Et enfin, j'oublie pas Sandrine Simon, vous êtes infirmière titulaire d'un double master en gestion de projet et santé publique. Vous avez travaillé pendant 6 ans dans différents pays d'Afrique en tant que responsable de projet de santé, portant notamment sur l'intégration, la prévention, la prise en charge du VIH dans les systèmes de santé. Et depuis 2010, vous avez rejoint le siège de Médecins du Monde en tant que référente sur la santé sexuelle et reproductive. Et depuis 6 ans, vous avez la charge de la direction santé et plaidoyer de Médecins du Monde qui intègre un pôle recherche. Donc voilà aussi, vous nous parlerez de cette expérience, un pôle recherche et apprentissage précisément. Voilà. Donc pour lancer maintenant la table ronde, je passe la parole à François, que je remercie encore pour sa présence. Merci, merci beaucoup Vincent. Merci à la Fondation et à tous les responsables de cette activité. On aura, je crois, un travail assez facile étant donné les panélistes, les experts que nous avons cet après-midi. Je me réjouis de voir autant de monde dans la salle. Je me suis dit, on compétitionne contre les changements climatiques. Alors non, il y a encore de l'intérêt pour la recherche. Évidemment, c'est la Fondation, mais quand même, j'apprécie. Après, il y a peut-être un nombre limité de chaises de l'autre côté, mais on sait que vous avez fait un choix délibéré de nous choisir. Euh, donc, cette table ronde, on aura l'occasion d'écouter nos invités dans quelques instants. Je me permets peut-être de placer quelques éléments à caractère un peu plus méthodologique ou épistémologique. En préparant tout ça, je me disais, comme le disait Beaumarchais, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que toute recherche est bonne à faire? Et est-ce que la recherche donne nécessairement ce qu'on veut qu'elle donne ou la recherche, on lui dit un petit peu quoi dire, puis ça nous arrange bien? Alors, toutes ces nuances-là sont extrêmement importantes pour qui fait de la recherche, évidemment. Et c'est particulièrement important, évidemment, parce que c'est notre sujet d'étude à nous, que les études sur l'humanitaire, que si on ne prend pas attention à notre position épistémologique, bien évidemment, on peut porter un préjudice extrêmement important à des populations, à des humains qui se sont volontiers souvent portés au jeu de la recherche, j'utilise ce terme-là en tout respect, et qui sont parfois mis en grande vulnérabilité pour procéder à des entretiens, livrer des témoignages extrêmement sensibles, etc., etc. Alors, je reviens donc au sentiment initial du chercheur. Est-ce que toute recherche est bonne à faire? Et en réfléchissant justement sur le titre de notre panel, je vous permettrai d'enlever mes lunettes. Donc, de faire de la recherche par, pour, avec et sur. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Donc, lorsque la recherche est faite par les humanitaires, et il y en a, les organisations en font, on le sait, c'est une recherche qui est généralement quand même intéressée. Une recherche qui est nécessaire, mais qui doit toujours être considérée comme étant intéressée. Elle répond généralement à des besoins de connaître les contextes. Elle est faite aussi d'une manière souvent très positiviste. Donc, on cherche à répondre à des questions programmatiques de projets, souvent liées à des bailleurs de fonds. Elle est fondamentale, mais gardons en tête qu'elle est quand même toujours faite de manière intéressée. Évidemment, la recherche académique est la meilleure, j'arrive à ça. La recherche pour maintenant. Pour, c'est une recherche qui est souvent quand même commandée, une recherche dans laquelle il va y avoir un intérêt d'organisation, de bailleurs, etc. Et on veut donc répondre à une question ou des engagements souvent faits dans un esprit pour optimiser. Alors, si la première était davantage orientée, intéressée et positiviste, lorsqu'on fait de la recherche pour l'humanitaire, c'est qu'on veut l'aider à comprendre. Et cette recherche-là va souvent quand même être davantage plus objective parce que ce sera un groupe, généralement, et je fais des grandes généralités, indépendant, qui fera la démarche méthodologique et qui, de manière objective, pourra rendre des comptes. La recherche avec l'humanitaire, qui est dans le jargon québécois, vous m'excuserez, mais une recherche généralement partenariale. Donc, je crois qu'on utilise les mêmes termes, le mot avec est français. Donc, la recherche est partenariale, une recherche qui est souvent réflexive et qui va permettre ce qu'on appelle la co-construction des savoirs mais qui, encore une fois, si des chercheurs, peu importe où ils sont situés, font ces recherches-là, doivent quand même toujours prendre un pas de recul pour que l'objectivité reste au menu et qu'on se questionne continuellement de notre positionnalité.
Et enfin, la recherche qui est davantage peut-être un peu plus théorique, la recherche sûre, hein, donc qui est généralement portée par ce qu'on appelle dans l'académique par des approches critiques. Il faut faire attention, les approches critiques ne sont pas nécessairement des approches qui vont revendiquer l'annulation de la pratique humanitaire, mais on retrouve aussi ça dans les courants, vous le savez. On n'aimera pas personne, on en a tous cité quelques-uns, ça faisait partie de nos revues de littérature, mais la recherche, donc, avec des approches critiques, permettent d'avoir un regard plus objectif, plus académique, plus indépendant, et va souvent, même si les autres peuvent le générer, porter dans une littérature très scientifique ou plus indépendante, dans laquelle la revue par les pairs vont se faire complètement indépendamment des organisations et des objets d'études qu'on aura étudiés. Tout ça, c'est quoi? Ben, tout ça, c'est le Humanitarian Studies, hein. Donc, ça, c'est vraiment un champ d'études qui est fait par, pour, avec, sur, et là, on aurait pu identifier d'autres termes, mais qui vient configurer le savoir pour qu'on arrive conjointement à mieux comprendre ce qu'on fait, éclairer les décisions, et tout est là, évidemment. Tout ce savoir-là, c'est probablement aussi une caractéristique particulière du Humanitarian Studies, c'est que c'est généralement de la recherche qui se veut utilitariste. Je ne connais pas, et d'ailleurs, vous en êtes tous des témoins, je ne connais pas moi-même, en tout cas, de gens qui font de la recherche sur l'humanitaire et qui ne font que publier, veulent garder ça secret ou vont seulement être dans des canaux même scientifiques. Généralement, ils sont assis ici, ces chercheurs-là, ils vont être assis avec des organisations, des fondations privées, des groupes d'activistes ou des organisations humanitaires parce qu'ils veulent que leur recherche puisse éclairer les décisions, éclairer les projets, éclairer, oui, les savoirs et ultimement, et ça revient un peu à ce que M. Mattei disait ce matin, éclairer aussi le public. Je crois que un des gros défis que j'ai, moi, de mon côté de l'Atlantique, et j'ai des collègues ici avec moi, c'est qu'il y a très peu de gens qui font de la recherche sur l'humanitaire de manière générale. Et en Amérique du Nord, c'est dominé par des grandes disciplines, donc notamment les sciences de la santé, vous le savez. Si on fait une revue de littérature, les sciences de la santé, de manière générale, vont dominer plus que 50% des écrits en études humanitaires, c'est les sciences de la santé de tout acabit. Après, il y a évidemment la littérature de la pandémie qui est sortie aussi de ça, qui vient jouer un point important ces dernières années, mais clairement, c'est une grande domination, n'en déplaise aux juristes dans la salle. Et l'autre catégorie, et là, je regarde beaucoup la littérature scientifique nord-américaine, ce sont les études qu'on appelle en opération. Donc, toutes les chaînes d'approvisionnement, énormément de quantitatifs s'intéressent maintenant depuis peut-être 10-15 ans et ont un énorme potentiel de publication. Vous connaissez l'Université en Amérique du Nord, Publish or Perish. Alors, eux sont souvent, oui, ils vont aider les organisations humanitaires, mais ils vont être extrêmement intéressés par des publications aussi de manière un peu différemment d'une recherche qui va être intéressée. Alors ça, c'est vraiment ce qui domine généralement. Puis là, j'en ai pas fait l'opération officielle, mais on peut retrouver facilement 60 à 70% de la génération du savoir scientifique à travers ces grandes disciplines. Et arrivent ensuite les sciences sociales, auxquelles je pense qu'on fait pas mal tous partie, sciences politiques, droit, et en moindre mesure, les postures critiques que je vous déclinais tout à l'heure, anthropologie, relations internationales, et désormais quand même assez dominant dans les approches critiques, les théories féministes, extrêmement importantes et qui revendiquent évidemment une déconstruction des méthodes d'un bottom-up, hein, pour construire des méthodologies qui considèrent les inégalités dans toutes les postures de reconstruction des savoirs et des rapports de force. Alors, les théories féministes, juste que pour vous le sachiez, à Montréal, c'est les postures dominantes. J'ai dans mon centre de recherche à l'Université de Montréal, je dis l'Université de Montréal, je ne veux pas faire de la publicité pour mon compétiteur. À l'UQAM, évidemment, la majorité de mes doctorantes, parce que ce sont majoritairement des femmes, vont vraiment être extrêmement investies dans ces courants-là et qui dominent beaucoup les écrits qui sont produits. Donc, je vais laisser ensuite mes collègues autour de la table peut-être parler davantage de ce qui se fait de ce côté-ci de l'Atlantique, mais je voulais quand même faire un petit clin d'œil sur ce qui se faisait du côté canadien et américain.
Écoutez, je sais qu'on avait un peu de temps à reprendre, alors je vais arrêter là. Je voulais quand même mettre ces grands éléments-là et on va voir à travers nos différentes présentations aujourd'hui, pour avoir vu leur résumé et lu leur résumé, échanger un peu avec elles, où est-ce qu'elles se situent dans les questions par, pour, avec, sur, et là, comment leur positionnement épistémologique reste fondamental pour garder une certaine objectivité, rendre la recherche et le savoir utiles, mais de manière constructive, et non pas naïve. Je ne dis pas, je parle pas d'une naïveté consciente, mais d'une naïveté en espérant que cette recherche-là puisse être utile, mais plutôt de faire une recherche de manière vraiment objective pour qu'elle soit utile à tout le monde, de la manière que les organisations partenaires, le milieu, n'importe quelle entité puisse l'utiliser de manière objective également. Donc, c'est l'objectivité de la production, mais aussi l'objectivité des organisations, d'être des organisations apprenantes, ce qui est toujours un gros défi, et on va arriver à ça justement dans les différentes présentations. Parfait. Alors, allons-y avec Eleonore. Merci. Okay. On reste sur les 10 minutes, on décale un petit peu, mais voilà, de par ton background, évidemment, tes qualités d'historienne, revenir sur l'histoire de la formation d'une sorte de communauté de connaissances autour voilà, du secteur humanitaire qui est l'objet de recherche depuis bien longtemps maintenant. Oui, merci beaucoup pour l'invitation de faire partie de cette table ronde. C'est vraiment une honneur d'être parmi vous pour cette discussion très importante et pour cette journée qui marque une décennie de la Fondation Croix-Rouge française. Donc, il y a 10 ans, effectivement, j'ai contribué à l'écriture d'un rapport sur ce qu'on appelait les origines et fondations occidentales du système international humanitaire. À l'époque, je travaillais au Humanitarian Policy Group du Overseas Development Institute. C'est à Londres, c'est une espèce de think tank. Et dans ce document, qui ne délimitait pas les ambitions de notre projet, mais qui jouait un rôle de pierre angulaire, nous cherchions à raconter l'histoire du système humanitaire, mais aussi de problématiser l'idée de son histoire au singulier, une histoire, et de suggérer qu'il y a beaucoup de manières, en fait, pour aborder et concevoir le passé. Il y a 10 ans aussi, j'ai rencontré pour la première fois les collègues de la Fondation. Moi, jeune chercheuse plutôt académique qui découvrait le monde de politique humanitaire, la Fondation, ou en fait, à l'époque, c'était le fonds qui venait d'être établi et qui approfondissait ces réseaux anglophones. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé de me trouver ici, fêtant ces 10 ans. Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais il y avait certainement quelque chose dans l'air à l'époque, parce que nous avions choisi dans notre rapport de consacrer un chapitre à la formation d'une communauté de connaissances autour de l'action humanitaire. Pourquoi et comment est-ce que les acteurs dans ce système ont choisi de générer, partager et diffuser les connaissances? La réponse est, comme on va sans doute en discuter dans cette table ronde, compliquée. Souvent, les origines des pratiques de diffusion et même certaines publications qui continuent aujourd'hui sont liées au besoin de communiquer avec les membres ou avec les donateurs. La communication scientifique, donc, allait de pair avec la promotion des intérêts organisationnels. C'est le cas, par exemple, de ce qui est maintenant devenu la Revue internationale de la Croix-Rouge. Dans le cas de l'Union internationale de secours, qui était fondée en 1927, dans le cadre de la Société des Nations, une manque de fonds pour la réponse, je veux dire pour son rôle pratique, a contribué à son accent très marqué sur la promotion des connaissances pour la prévention des calamités, comme il disait à l'époque, ainsi que pour l'amélioration des réponses d'urgence. Dans les années 20 et 30, donc, on avait déjà une reconnaissance du caractère souvent national des savoirs et des tentatives de les réunir, de les globaliser, en fait. Dans les années 50 et 60, ont été créées des institutions de recherche sur le développement, encore une fois dans le cadre national plutôt, donc un institut français, un institut britannique. Et, il faut reconnaître, c'était surtout dans les pays occidentaux et colonisateurs. Donc, on voit déjà une espèce de concentration et de définition
de ces communautés de connaissances. Mais dans notre rapport, nous avons beaucoup insisté sur les années 70 comme période clé pour la création d'initiatives de recherche, de partage, de réflexion, de collaboration et de coordination d'un système humanitaire en train de s'imaginer en tant que tel. Malgré l'expansion en ambition et en nombre de ces initiatives, qui ont certainement eu des bénéfices, on constate aujourd'hui des défis perpétuels dans le domaine de la recherche sur et avec des humanitaires, pour et par. Notamment, on a vu la critique croissance de la tendance d'une prétendue expertise, souvent présentée comme externe aux situations de crise, cette tendance de renforcer les relations de pouvoir inégales. Ce rapport, à l'époque, faisait partie d'un projet plus large, explorant les rôles des perspectives historiques dans les analyses de l'action humanitaire, y compris pour les praticiens. Et la logique de ce projet, c'était que c'était une perspective négligée. Donc, les rôles des perspectives historiques dans leur capacité de fournir des questions pertinentes ou éclairer les problèmes actuels, mais aussi dans les mythologies institutionnelles, les idées reçues, la construction des structures et des préjugés. Cette expérience a beaucoup marqué ma propre recherche et je trouve en général que c'est important de réfléchir sur la façon dont nos manières de penser et de poser des questions, notre position épistémologique qu'on a entendu tout à l'heure, comment ça contraint en fait les réponses qu'on produit. Donc, je voudrais utiliser ce qui reste de mon temps pour donner quelques réflexions sur ce que ces expériences m'ont appris sur la collaboration dans le domaine de la recherche. On parle souvent de la collaboration entre chercheurs et praticiens. Dans mon expérience, je veux préciser, en tant qu'historienne, je pense que d'autres ici auront des expériences différentes, mais de ce que j'ai vécu, la collaboration, c'est souvent entre chercheurs universitaires et ceux qui pratiquent la recherche à l'intérieur des organisations opérationnelles. Donc, quand on parle de praticiens, il faut quand même être précis sur ce qu'on va dire, parce qu'il y a quand même des chercheurs et là, on se trouve entre chercheurs, souvent. Donc, d'abord, première réflexion, le besoin de reconnaître les intérêts et les limites de ces interlocuteurs. Ça a l'air évident, bien sûr, mais trouver un thème partagé n'est pas forcément la même chose que de partager les buts, les niveaux d'investissement, la priorisation, etc. Pour comprendre le point de vue de l'autre, il faut un grand travail de traduction entre terminologie, par exemple, entre normes professionnelles et rythme du travail. Il y a beaucoup de choses qui vont troubler la collaboration s'ils restent mal reconnus, mais qui, paradoxalement, peuvent la rendre encore plus passionnante si on arrive à les faire monter aux surfaces. Deuxièmement, j'ai constaté, c'était un plaisir évidemment, qu'au moins une partie des bénéfices de la collaboration n'est pas strictement due au travail mutuel visé. C'est-à-dire, on apprend beaucoup sur les façons de penser, on découvre des choses sur soi-même, on exerce notre capacité d'empathie, on noue des amitiés. Mais je pense aussi au fait que les rencontres collectives, comme aujourd'hui par exemple, les rencontres qui se font au nom de la recherche peuvent occasionner des discussions ou au moins encourager des perspectives plus indépendantes aux priorités quotidiennes pour ceux qui travaillent dans les organisations humanitaires. Donc, ce qu'on crée, c'est un moment de partage et de rencontre aussi pour les gens qui travaillent dans le monde humanitaire et peut-être que ça n'inclut pas les chercheurs dans les discussions spécifiques. Et ça, je pense que c'est très important parce que l'opportunité de sortir des pressions institutionnelles, c'est vraiment important pour tout le monde. Et finalement, pour prendre un point de vue un peu plus distancié, pour prendre la réflexion à un autre niveau, je veux souligner le risque de reproduire les angles morts partagés, étant donné la dominance d'individus, d'institutions et de modes de pensée d'origine occidentale dans les institutions humanitaires et universitaires.
Je sais que dans le monde de la fondation et ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les sujets humanitaires d'autres points de vue, pas tellement institutionnels, ou dans les contextes où la terminologie humanitaire n'est pas très pertinente, même si les pratiques équivalentes existent. J'ai entendu Virginie, elle a dit ce matin, il faut casser les catégories. Je pense que c'est vraiment ça. Mais parlons spécifiquement des historiennes et historiens qui se prétendent raconter une partie de l'histoire de l'humanitaire, du système humanitaire. Je trouve que notre discipline a toujours des difficultés de sortir d'une dépendance sur les grandes institutions, parce que ce sont eux qui sont des noms connus, qui laissent les traces plus faciles à cerner, qui emploient des gens qu'on identifie plus facilement et qui créent les fonds d'archives. Même si on essaye de les étudier de façon critique, avec l'approche critique, justement, on renforce leur position, justement par le fait d'en parler. C'est quelque chose que je note et que je fais moi-même et pour laquelle je n'ai pas vraiment de solution. Donc, je finis là avec un dilemme, une question plutôt qu'une conclusion. Donc, merci beaucoup, Éléonore. Belle vision historique des tensions de la recherche avec les interlocuteurs et des postures un peu encore colonisantes dans les méthodologies. On va y revenir après. Sandrine, expérience notamment Médecins du Monde, on vous écoute. Oui, merci. Donc, j'ai effectivement un statut très différent. Je ne suis pas moi-même chercheuse, mais je voulais un peu vous raconter l'histoire avec un petit H de la recherche à Médecins du Monde et comment on en est arrivé un peu à intégrer la recherche opérationnelle à nos pratiques de terrain. Donc déjà, on s'est beaucoup interrogé sur pourquoi mobiliser la recherche dans le cadre de nos projets. Je pourrais citer plein de raisons, mais j'en ai retenu 3. Une première raison, et je pense qu'on l'a évoqué dans la table ronde précédente, notamment sur l'expérience au Niger, c'est pour mieux comprendre finalement les problématiques de santé. Donc, on est un acteur de santé et quels sont les déterminants qui sont vraiment en place dans les situations afin d'adapter nos approches opérationnelles. Donc, c'est vraiment un premier élément. Et puis, peut-être depuis, on a eu pendant 10 ans une anthropologue qui a vraiment qui nous a fait beaucoup avancer sur ces questions-là. Et par exemple, il y a quelques années, on a fait toute une série de recherches dans tous nos projets. On voulait un projet sur la santé sexuelle et reproductive pour comprendre, par exemple, les déterminants socioculturels des grossesses adolescentes, pour essayer de voir quels étaient les déterminants en cause et comment pouvoir adapter au mieux nos interventions à ces déterminants. Donc, c'est une première raison, on va dire, d'intégrer la recherche qui, elle, va être plutôt là au démarrage de nos projets, voire même au moment du diagnostic avant de démarrer nos actions. Mais c'est aussi parfois pour tirer des leçons, des modèles de prise en charge que l'on peut mettre en place sur certains terrains d'intervention. Parfois, oui, on n'a pas forcément la solution exacte. Enfin, on essaye d'adapter les protocoles tels qu'ils existent, les manières de faire pour pouvoir répondre mieux aux besoins des personnes. Et donc, on a besoin d'en tirer des leçons pour nous-mêmes, pour pouvoir mieux améliorer la qualité de nos pratiques sur le même terrain d'intervention ou sur d'autres terrains d'intervention, mais aussi pour pouvoir le partager aux autres acteurs, parfois au ministère de la Santé ou d'autres personnes. Et par exemple, on a largement contribué aux guidelines OMS sur le traitement de l'hépatite C auprès des populations clés à partir de nos expériences terrain en Tanzanie, au Myanmar, en Côte d'Ivoire, à partir des études et des recherches qu'on a pu faire, et évidemment tout le témoignage autour des expériences qu'on a, enfin, de notre expérience de terrain. Mais c'est vrai on fait partie de groupes de travail de l'OMS. On était assez entendus parce qu'à la fois on avait une parole de terrain et à la fois on pouvait objectiver à partir de certaines données émanant de nos opérations. Et puis aussi, et ça rejoint peut-être la question de la recherche intéressée, c'est que parfois c'est très utile pour nous d'objectiver notre expérience de terrain à travers des recherches, aussi pour pouvoir renforcer la crédibilité, entre guillemets, du plaidoyer que l'on peut porter auprès des différents décideurs auxquels on peut
enfin, essayer de porter la voix, enfin, notre voix et notre expérience de terrain. Mais ça passe aussi, on l'évoquait, sur éclairer le public. Et ça, c'est des choses qu'on réfléchit de plus en plus. Et comment pas seulement rester dans un cercle de décideurs, mais aussi de pouvoir partager ces recherches plus globalement auprès des différentes populations aussi concernées par ces recherches, soit directement par le projet évidemment, mais même plus globalement pour pouvoir avoir parfois essayer de contrer certaines idées reçues ou voir idées qui peuvent être véhiculées sur certains enjeux de santé. Et je pense à la migration qu'on évoquait juste avant, où il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées. Je pense beaucoup à l'aide médicale d'État qui est beaucoup discutée en ce moment en France. Et nos données de terrain permettent d'objectiver un certain nombre de choses. Par exemple, on vient de sortir notre rapport de l'Observatoire annuel qui montre que 80% des personnes qui devraient être éligibles à l'aide médicale d'État que l'on reçoit n'y ont pas accès pour plein de raisons. Donc, c'est aussi des données qui permettent voilà, d'expliquer un peu les choses et les tenants des différentes situations. Puis une fois qu'on se dit oui, ce serait bien d'avoir des recherches opérationnelles au sein de nos projets, c'est comment on encadre finalement cette pratique de recherche dans une organisation comme Médecins du Monde. Et puis on s'est vite rendu compte d'un certain nombre d'enjeux. Un des premiers enjeux, c'est effectivement le temps de la recherche et le temps des projets, qui n'est pas toujours le même. Je pense que beaucoup d'entre vous ont certainement pu le constater. Mais évidemment, mais aussi pour tout ce que vous évoquiez, d'éviter les biais, d'éviter tout un nombre de travers si on va trop vite, évidemment. C'est important de faire se rencontrer les chercheurs et les praticiens de terrain pour voir comment accorder finalement ce temps de la recherche et ce temps des projets. Comment on identifie aussi les partenaires de recherche, c'est aussi tout un enjeu pour nous, parce que peut-être une des particularités de Médecins du Monde, c'est on ne fait très rarement des recherches nous-mêmes, mais plutôt on va être le médiateur entre les actes. Enfin, quand je parle ici du pôle recherche et apprentissage que j'aborderai un tout petit peu après. Finalement, ce pôle recherche et apprentissage ne fait pas des recherches lui-même, ne met pas en place des recherches. C'est un modèle qu'on a développé qui peut être différent d'autres organisations, mais il va être plutôt le médiateur entre les acteurs terrain et les partenaires de recherche pour trouver un peu le même langage, pour parler des temporalités, pour parler culture de la recherche et culture des projets auprès des acteurs de recherche et essayer de s'accorder sur voilà, comment on peut travailler ensemble au mieux. Et puis finalement, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure du temps, c'est qu'il faut penser la recherche comme une composante des projets. Pas tous les projets, mais en tout cas dans les projets pour obtenir un certain nombre de changements qu'on le vise, c'est important d'intégrer une recherche opérationnelle. C'est important de pouvoir le penser dès le début et de le construire comme une composante de projet pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que pour la recherche de financement autour de cette composante de recherche, mais aussi voilà, par rapport à ce temps de la recherche pour que les équipes intègrent aussi cette composante recherche comme une composante de leur projet et l'accueil en tant que tel et pas comme un élément extérieur qui vient s'imposer à eux à un moment d'un projet avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Et puis aussi, évidemment, on l'a un petit peu évoqué, hein, ça pose un certain nombre d'enjeux éthiques, le fait de réaliser des recherches sur nos projets, finalement, ou en lien avec nos projets. Bon, tout d'abord, la nature de notre action, qui est souvent dans des contextes complexes, où les personnes vont être à l'intersection d'un certain nombre de vulnérabilités. Donc, on va essayer d'avoir une attention particulière à la question du consentement, comment on s'assure que les personnes qui participent à la recherche consentent réellement à cette recherche et pas seulement disent oui, on veut bien participer à un entretien. Comment on discute aussi de ces recherches plus globalement avec les groupes de personnes concernées, voire notamment pour nous, ce qui est un élément important, comment on fait participer les personnes comme une valeur éthique forte que l'on veut prôner, qui est celle de nos projets, mais qu'on veut intégrer aussi aux recherches, à la fois pour pouvoir contribuer à leur pouvoir d'agir, parce qu'être détenteur du savoir qui va être produit par une recherche sur leurs problématiques de santé, c'est quelque part
voilà, pouvoir gagner un peu du pouvoir d'agir, mais aussi de reconnaître que les personnes concernées ont un savoir expérientiel à partager et peuvent aussi influencer la manière dont on va pouvoir déterminer la recherche, pour s'assurer que la recherche ne va pas créer des difficultés supplémentaires pour ces personnes, etc. Et je pourrais revenir sur un certain nombre d'exemples si vous le voulez. Et un autre enjeu éthique qui est important pour nous, c'est la question de la redevabilité. Comment on partage ces résultats de recherche avec les personnes directement concernées par la recherche, voire on les challenge avec ces personnes-là. Ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, c'est qu'on restitue les résultats aux personnes concernées par les recherches pour qu'elles puissent les challenger éventuellement avant de les publier. Et ça nous permet, c'est aussi voilà, un élément d'appropriation des résultats qui est important. Et par exemple, une des pratiques qu'on a mis en place sur certaines recherches, c'est de mettre en place des comités de suivi avec les différentes parties prenantes, que ce soit des personnes. Après, il y a toute la question de la représentativité des personnes, évidemment, qui est tout un autre sujet, mais ça nous amènerait trop loin. Mais parfois des décideurs aussi, pour qu'ils puissent quelque part être partie prenante tout au long de la recherche. Et du coup, ça va faciliter l'appropriation des résultats, parce que ça, c'est aussi tout un autre enjeu. C'est comment ces résultats sont utilisés, valorisés, comment on s'assure que voilà, ça ne reste pas dans un tiroir. On a essayé de mettre en place différentes méthodologies de restitution des recherches à travers des documentaires, à travers des brochures, etc. Et je pourrais revenir, si vous voulez, avec certains exemples. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Une minute. Bah, je vais conclure en 1 minute pour vous dire que, voilà, du coup, à travers tout cela, il nous a semblé nécessaire de mettre en place donc ce fameux pôle recherche et apprentissage qui a maintenant 6 ans, pour accompagner finalement la génération et la diffusion de l'apprentissage au sein de l'organisation Médecins du Monde. Donc ça concerne les recherches, mais pas que. C'est toutes les autres méthodologies d'apprentissage autour de nos projets, et c'est important pour nous que ce ne soit pas seulement la recherche. C'est aussi, comme je le disais, ce pôle qui fait le lien quelque part et la médiation entre les acteurs de terrain et les partenaires de recherche, et puis qui va accompagner la valorisation de nos apprentissages. Mais si vous avez des questions, je pourrais élaborer pour ne pas prendre plus de temps maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Extrêmement intéressant. C'est un exemple pertinent de la recherche dans ce cas-là, une organisation qui essaie de développer son objectivité vis-à-vis le sujet qu'il est lui-même porteur. Les enjeux de temporalité, évidemment, très importants, complètement différents. Les enjeux, évidemment, éthiques également qui ont été soulevés. On va y revenir, hein. Il y aura un deuxième passage où on a noté beaucoup de questions, et j'en suis convaincu dans la salle également. Merci beaucoup. Oui, et là, maintenant, c'est vraiment Maria, pour de vrai. À moins que, oui, elle est d'accord. Oui, donc, Maria, donc, vous notamment nous parler de son expérience, de la mise en place du Norwegian Center for Humanitarian Studies. Alors, on te laisse la parole. Merci beaucoup pour ça. Et merci aussi beaucoup pour à la fois ces introductions très, très pertinentes et ces autres interventions jusqu'à présent. Donc, j'aimerais bien aussi revenir un peu dessus si j'y arrive dans mon intervention. Merci beaucoup aussi pour l'invitation à participer à cette table ronde qui nous permet de clôturer un peu cette journée aussi en prenant un regard sur comment nous faisons nos recherches sur et avec les humanitaires et sur l'action humanitaire. Je vous parlerai en introduction de notre expérience avec la mise en place du Centre norvégien pour les études humanitaires, pour faire la traduction. Notre site web, c'est humanitarianstudies.no comme norvégien. Donc voilà. Aussi notre expérience avec les différentes sources de financement, pour ensuite partager quelques réflexions autour de la relation entre chercheurs et praticiens. Et donc tout d'abord, ce centre a été établi il y a juste un tout petit peu plus qu'il y a 10 ans. Donc, c'est une histoire un peu de la même durée que la fondation que nous célébrons aujourd'hui. Il a été mis en place en 2012 en collaboration entre 3 instituts de recherche différents en Norvège, donc le PRIO où je suis moi-même, avec NUPI qui est l'Institut norvégien des affaires étrangères, et CMI qui est le Christian Michelsen Institute basé à Bergen. Et nous voyons que entre les instituts de recherche focalisés sur les questions internationales, globalement, avec certains, donc chez nous, au Peace Research Institute, plus sur les conflits,
chez les ACMI, plus sur peut-être les questions de développement, il y avait plusieurs projets, plusieurs chercheurs individuels qui travaillaient sur les questions humanitaires, mais qui avaient un besoin de consolider aussi cet environnement de recherche. La discipline, si on peut l'appeler comme ça, ou le domaine d'études sur l'aide au développement a peut-être une plus longue tradition d'études du développement. Et nous voulions contribuer un peu, à l'instar aussi de l'International Humanitarian Studies Association, à consolider ce domaine d'études sur l'humanitaire. Justement en se disant aussi qu'on n'était pas assez fort en prenant que les quelques chercheurs dans un institut ou dans un autre, mais de nous rassembler à travers ces instituts. Avec les années, nous avons aussi établi de plus en plus de collaborations avec d'autres milieux de recherche, à la fois en Norvège et ailleurs, en Europe et bien dans d'autres pays. Et donc, notre premier objectif était cette consolidation du milieu de recherche, de vraiment contribuer à la création d'une sous-discipline d'études humanitaires, mais également et en parallèle, et comme deuxième objectif ou deuxième pilier, de créer une plateforme de rencontre entre praticiens et chercheurs. Praticiens, c'est à la fois les acteurs humanitaires, mais aussi les décideurs politiques, ceux qui travaillent par exemple chez nous au ministère des Affaires étrangères sur les politiques humanitaires de la Norvège, mais ça peut être de d'autres acteurs européens également. Et donc, nos activités tournent à la fois autour de la dissémination de la recherche pour la rendre accessible au grand public, mais aussi de créer ces rencontres entre ces différents types d'acteurs. Et là, on peut avoir à la fois les événements selon l'objectif et selon ce que nous souhaitons obtenir. Et nous avons des événements très axés vers le grand public, précisément pour que l'action humanitaire ne soit pas quelque chose qui soit uniquement accessible pour nous qui nous y intéressons ou travaillons sur ces questions, mais aussi que ce soit accessible justement au grand public. Voilà. Mais aussi des événements qui sont peut-être plus comme des tables rondes, pas tournées vers un public, mais pour faire se rencontrer des acteurs et qui parfois aussi créent des lieux de rencontre que les humanitaires, les acteurs humanitaires nous disent ensuite ne seraient pas créés si nous, en tant que chercheurs, nous n'avions pas créé cet espace de rencontre. Donc, notamment entre décideurs et acteurs humanitaires et entre humanitaires entre eux également. Donc, en créant parfois ces espaces plus clos et de confiance également, ça permet aussi vraiment un échange de connaissances et de savoir où il ne s'agit pas forcément uniquement de démontrer tout le bien que chaque organisation ou chaque acteur aurait fait, mais de vraiment aussi pouvoir partager en confiance les problématiques qui sont soulevées sur le terrain également. Je vais avancer sur mes points. Je vais juste un point un peu rapide sur la question de financement, juste pour noter que sur cette expérience que nous avons eue pendant ces 10 dernières années, que les sources de financement, comme vous l'avez aussi dit dans votre introduction, selon les types de recherche, façonnent aussi les projets de recherche. Et pour ne pas répéter juste ce point-là, j'aimerais juste ajouter aussi que les sources de financement, selon si c'est des projets de long terme ou de court terme, ou des projets, même si dans notre cas, par exemple, des sources de financement qui proviennent du Conseil de recherche norvégien. Donc vraiment, c'est pas de la recherche, intéressée, c'est censé être, oui, c'est fondamental. Mais il y a une différence là aussi, par exemple, entre les financements pour un projet de recherche sur 3, 4, 5 années, sur un sujet spécifique que nous, comme chercheurs, nous avons défini, ou un projet que j'ai dirigé au cours des 4 années et demie passées, qui était un financement pour un réseau de recherche. Donc, ce financement ne contenait pas de financement pour de nouvelles recherches fondamentales en tant que telles, mais vraiment pour créer ce réseau. Et je dirais qu'on a besoin un peu des deux aussi, parce que quand c'est uniquement des projets, on peut uniquement se concentrer sur tel sujet, sur telle durée, sur tel livrable promis. Mais le financement pour le réseau, c'est ce qui nous a vraiment aussi permis de créer une structure et de faire se rencontrer tous ces chercheurs et
et ces praticiens. En même temps, on a aussi besoin des projets. Voilà, parfait, merci. Donc, j'avance sur mes autres points. Ensuite, pour faire la recherche sur et avec, etc., les humanitaires ou l'action humanitaire, que nous trouvons aussi essentielle, et évidemment, c'est pour ça qu'aussi qu'on s'intéresse à l'action humanitaire. C'est important. Nous, notre recherche à Prio, pas uniquement sur l'action humanitaire, mais sur bien tous les sujets, il est fondamental que ce soit une recherche fondamentale, mais qui ensuite aussi ait un impact sur la société, sur les questions que nous étudions. Mais ensuite, il ne suffit pas juste d'énoncer comme un objectif qu'il faut qu'on se rencontre, il ne suffit pas non plus juste de se rencontrer. Il faut constamment travailler ce dialogue et cet échange. Et je dirais que pour travailler ce dialogue et ces échanges, il faut aussi être conscient de nos, comment dire, même si on a peut-être des objectifs communs, comment dire, une bonne volonté commune sur les grands objectifs, on a aussi des rôles différents. Et parfois, des langages différents et parfois aussi nous obéissons à des temporalités différentes, également, comme vous l'avez évoqué. Et je pense que, et même aussi si on peut avoir des objectifs ultimes communs, il est aussi important que les chercheurs puissent avoir une certaine distance critique par rapport à l'action humanitaire qu'ils étudient, justement pour pouvoir poser parfois des questions qui peuvent être plus désagréables sur le moment, mais qui sont importantes dans la longue durée. Et c'est ça où je pense qu'il est important d'avoir d'arriver à vraiment bâtir une vraie relation de confiance entre les acteurs humanitaires et les chercheurs, mais justement pour pouvoir aussi avoir des discussions, comment dire, honnêtes et critiques, mais qui ne reviennent pas à, je pense que vous l'aviez évoqué ou quelqu'un d'autre, qui ne revient pas à remettre en question fondamentalement la raison d'une telle opération, telle réponse humanitaire, mais qui est vraiment dans un objectif ultime de pouvoir avancer, qui souvent ne constitue pas à critiquer une réponse donnée, mais qui constitue à pouvoir, qui consiste à pouvoir tirer des leçons, poser des questions, prendre un peu de recul pour pouvoir avoir plus d'expérience, enfin tirer des leçons des expériences pour les prochaines réponses. Donc juste pour résumer, je voudrais juste revenir sur les mots-clés que je prends avec moi en réfléchissant à cette relation à la fois de confiance et de distance critique entre les chercheurs et les humanitaires, c'est que nous travaillons sur des temporalités différentes. Parfois, on a peut-être besoin d'un dialogue pour expliquer que nous, notre recherche s'inscrit aussi dans la plus longue durée et que peut-être qu'on n'est pas comment dire, mis à jour sur le dernier développement sur le terrain non plus, même si on essaye de se mettre à jour. Et c'est justement, nous avons besoin aussi de nos dialogues avec les humanitaires pour être mis à jour sur les problématiques sur le terrain, d'être à l'écoute des humanitaires, mais qu'aussi nous prenons aussi ces problématiques avec nous et dans des projets qui parfois durent de plus longue haleine qui peut nécessiter aussi des dialogues pour comprendre entre les humanitaires et les chercheurs comment nous travaillons. Ensuite, on peut parfois avoir un langage différent. Certains termes sont utilisés dans l'action humanitaire pour les soi-disant buzzwords, les termes clés pour lesquels nous travaillons. Pour les humanitaires, le terme de localisation peut avoir une signification. Et tant que chercheurs, nous pouvons peut-être étudier cela comme un phénomène d'une façon un peu différente. Donc parfois aussi, de maintenir ce dialogue est important aussi pour comprendre les différents rôles et perspectives également. Et juste pour conclure, que nous travaillons aussi selon des principes que je dirais, où souvent je pense qu'on a des principes qui se ressemblent, mais qui ont un sens aussi différent selon nos rôles. Mais je pense qu'on a les moyens de justement créer beaucoup d'entente et de compréhension parce que la recherche obéit à des critères d'éthique, d'indépendance, d'objectivité, et les humanitaires agissent aussi selon les principes humanitaires, mais qui en pratique pourront avoir des sens différents au quotidien, mais que justement, je pense que le fait que nous devons toujours faire un va-et-vient entre les causes urgentes que nous étudions, mais aussi les principes qui encadrent notre action, si on peut le dire, je pense que cela peut créer un terrain d'entente productif et beaucoup de discussions importantes à venir également. Voilà.
Et expérience très intéressante qui reprend beaucoup des défis que nous avons eus au Canada avec la création de l'Observatoire, les défis de la relation de partenariat à établir, de confiance avec les entités avec lesquelles on travaille. Et dans le cas, en tout cas canadien, je crois l'avoir entendu sans que les mots sortent, c'est aussi les organisations sont souvent risk-averse et elles ne comprennent pas nécessairement ce que c'est que la recherche. Elles nous voient beaucoup plus souvent comme des consultants qui vont répondre à des questions. Ça, c'est de la consultation, ce n'est pas de la recherche. Là, ça nous ramène aux enjeux de temporalité et d'objectivité, justement, de la recherche. Donc, extrêmement intéressant et on aura à se reparler, j'en suis convaincu. Maintenant, notre dernière panéliste, Estelle, boursière donc, de la Fondation de la Croix-Rouge française, qui va nous parler justement de cette expérience de recherche sur l'éthique de l'aide alimentaire, notamment. Alors, on vous écoute. Oui, merci. C'est bon? Oui. Effectivement, je crois que je suis la seule boursière là, d'une recherche en fait. Voilà. Effectivement, en 2018, donc j'ai reçu une bourse de la Fondation Croix-Rouge pour répondre à une question, en gros, sur les pratiques en fait des usages de l'aide alimentaire face à une population de migrants, une population migrante étrangère grandissante. Et une population mal connue, en fait, la Croix-Rouge française souhaitait bénéficier d'une recherche pour mieux comprendre cette population. Et l'objectif en filigrane, c'était bien évidemment du coup d'améliorer la sécurité alimentaire de ces populations et leur dignité. Des populations qui sont en grande précarité, qui vivent soit en centre d'hébergement ou à la rue aussi. Donc, pour répondre à ces enjeux éthiques, à la question qui m'a été posée aujourd'hui, il m'a semblé opportun de répondre en 3 plans. D'abord, de rappeler les principes éthiques de l'aide alimentaire. Donc, ma recherche n'était pas sur les principes éthiques, mais plutôt sur les usages de l'aide alimentaire. Mais il m'a semblé important en fait, de rappeler les principes éthiques de l'aide alimentaire. Ce qui va m'amener aussi ensuite à expliciter l'exercice de traduction en tant que chercheur dans une recherche avec et pour, du coup, la Croix-Rouge française. Donc, les efforts de traduction d'enjeux éthiques pour la Croix-Rouge à des questions de recherche et à nouveau à des enjeux en fait, de politique alimentaire. Et enfin, pour finir sur les relations et la place du chercheur dans cette enquête. Donc, comme je vous ai déjà explicité les objectifs de la Croix-Rouge française, hein, donc les objectifs d'améliorer la sécurité alimentaire et dignité de ces populations, de ces primo-arrivants arrivant à Paris. En fait, à quelques termes près, il s'inspire de ceux formulés par le Conseil national de l'alimentation. Qui définit l'aide alimentaire par les éléments suivants. Donc, répondre à des situations d'urgence, offrir une alimentation diversifiée, de qualité et en quantité suffisante. Donc là, on retrouve les éléments de sécurité. Ensuite, inciter la personne démunie à prendre soin d'elle dans un processus de renarcissisation. Et enfin, constituer un outil d'inclusion sociale, voire économique. Et donc là, on retrouve les éléments de dignité. Et donc, ces objectifs du Conseil national d'alimentation sur l'aide alimentaire sont comparables. Du coup, je me suis amusée, les amusements du chercheur, à les comparer aux principes éthiques du cadre général, donc qui sont développés par M. Mattei dans le cadre de l'humanitaire. Donc, ce cadre général parle du principe d'autonomie, c'est-à-dire de participer au processus décisionnel et ne pas de la personne bénéficieuse et de ne pas simplement formuler un consentement. Et donc là, on retrouve dans ce texte-là l'idée d'autonomie à travers les notions de renarcissisation et d'inclusion sociale et économique à travers l'aide alimentaire. Il y a aussi dans l'aide humanitaire en général le principe de bienfaisance. Et donc, pour bien traiter une personne, l'aide alimentaire se doit de répondre à des situations d'urgence, donc d'offrir une alimentation diversifiée, de qualité, en quantité suffisante. Le principe, il est noté aussi que le principe de bienfaisance conditionne ou résulte du premier, car bien traiter une personne, c'est la considérer comme autonome, précise Mattei, et donc potentiellement l'aider à devenir autonome de l'aide alimentaire dans le cas que j'ai étudié précisément. Le principe de bienfaisance ne doit pas non plus être mis au deuxième plan. Il ne faudrait pas que l'autonomie de l'individu empêche du bénéficiaire
l'empêche de continuer à se procurer de la nourriture sur une période qui serait plus longue que prévu, par exemple, puisque là, on répond à des questions d'urgence. Ensuite, il y a le principe de non-malfaisance. Donc, les risques encourus par la personne qui reçoit le don alimentaire ne doivent pas être supérieurs à l'aide apportée. On verra des exemples. Une personne ne devrait pas courir de risques sanitaires et sécuritaires lorsqu'elle va chercher à manger. Enfin, le principe de justice distributive, cela implique que les conditions de distribution donc, de l'aide alimentaire soient équitables selon les individus, accessibles à toutes et à tous. Bon, alors j'ai trouvé tardivement, hein, mais j'ai relu et je trouve que cette grille de lecture est finalement hyper heuristique pour aller finalement observer l'aide alimentaire que je fais qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a permis, moi, enfin, vous verrez, en fait, bien évidemment, on voit que l'aide alimentaire est perfectible à bien des égards. En tout cas, moi, il me permet de repositionner la question de l'éthique dans les pratiques de l'aide alimentaire. Ensuite, ma recherche était moins sur les pratiques des donneurs de l'aide alimentaire que sur les usages qui en étaient faits par les bénéficiaires. Et donc la posture, ce qui m'amène au deuxième point, les enjeux de traduction. La posture du chercheur engagé dans une recherche-action avec la Croix-Rouge française a été un travail de traduction sans cesse. Et donc, c'est pour ça que je viens d'évoquer de traduction d'enjeux éthiques, finalement, donc répondre à des questions de sécurité alimentaire et de dignité en question de recherche. Donc, pour comprendre si l'aide alimentaire répondait à ces enjeux de sécurité et de dignité, j'ai décidé donc en coélaboration avec des collaborateurs de la Croix-Rouge, d'étudier sur une période longue, d'ethnographier sur une année les usages de l'aide alimentaire par les primo-arrivants. Donc, j'ai d'abord fait des participations observantes pour pouvoir recruter donc, des individus, avoir leur confiance. On verra plus tard les difficultés de relation dans ce type d'enquête. Et donc, je les ai suivis sur une année complète en les rencontrant une fois par mois et en parlant un petit peu de leur alimentation, mais surtout de leurs problématiques du moment. Donc ça, on y reviendra aussi. Donc en fait, d'une question voilà, d'objectifs sur la sécurité alimentaire et de dignité, ben moi, durant une année, j'observe en fait les ressorts, l'appropriation d'un dispositif de l'aide alimentaire. Les résultats, je passe très vite sur la recherche, les résultats principaux montrent en fait que effectivement ces apprentissages, c'est-à-dire connaître les lieux, les horaires, les types de distribution, sont déterminés par des compétences linguistiques et sociales claires. Mais l'idée que seul l'apprentissage du dispositif est nécessaire pour être rodé, savoir y circuler, s'y émanciper, il me reste que 5 minutes, mon Dieu. Ne suffit pas car l'appropriation du dispositif alimentaire est mise à l'épreuve de ruptures aussi, de ruptures géographiques, de ruptures financières et biographiques, des séparations, des remariages, voilà, et extrêmement conditionnées par l'environnement social, le médecin, l'assistant social, le réseau communautaire, etc. Donc ça, c'est une traduction en question de recherche. Ensuite, traduction des résultats. Donc les résultats, très rapidement, c'est qu'on observe évidemment une diversité de manières de faire ces usages. On va d'une adaptation très contrainte à l'aide alimentaire, à une adaptation en rupture, à des individus qui évoluent très facilement et qui bénéficient facilement de l'aide alimentaire, à des prises d'autonomie par rapport au dispositif. Donc, comment traduire ça en enjeu de politique alimentaire? Comment modifier l'aide alimentaire donc, pour véritablement être bienfaisant et assurer une autonomie des personnes? Donc, c'est quand même un objectif à long terme que les personnes puissent s'autonomiser. Donc, et donc là, moi, mon effort, en tout cas, ça a été justement ma posture critique a été bien reçue. C'est face à une telle diversité de formes d'appropriation de l'aide alimentaire, de considérer donc cette diversité d'individus et de sortir de cette vision homogène du bénéficiaire migrant qui serait affamé et donc qui peut manger à peu près tout et n'importe quoi.
s'émanciper donc du coup d'une représentation de l'aide alimentaire comme répondant à des besoins simplement caloriques, puisque manger répond à un acte aussi, un acte identitaire et processus, et aussi une manière de s'intégrer ou justement de rejet. Et enfin, du coup, le dispositif d'aide alimentaire doit être pensé pour répondre à la problématique de la temporalité de ces individus, puisque d'une question d'urgence, finalement, ces personnes bénéficient sur un très long terme de l'aide alimentaire, et que les individus aussi puissent choisir en fonction de leur capacité matérielle, de cuisiner, etc. Donc, je vais passer très brièvement sur aussi la traduction de cette grande piste en fait, de changement de pensée et de fonctionnement de l'aide alimentaire en pistes d'action très concrètes qui ont été là pour le coup coélaborées avec les collaborateurs de la Croix-Rouge. Bien sûr, le respect des préférences alimentaires, ce qui n'est pas si évident. Favoriser, par exemple, la cuisine végétarienne avec des protéines végétales. Ça, ce n'était pas encore intégré dans l'aide alimentaire. Favoriser la promotion de l'interculturalité au sein du réseau de la Croix-Rouge. L'accessibilité aussi aux points de distribution. Renforcer la convivialité dans les lieux de distribution, puisque on parlait des femmes plutôt dans l'après-midi. De nombreux espaces sont genrés. Les distributions le soir, sous la pluie, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ça effraie les femmes. Et à l'inverse, des cuisines dans les centres d'hébergement, ça effraie les hommes, puisque c'est l'espace qu'investissent certaines femmes. Et l'inscription surtout de personnes migrantes dans des dynamiques de socialisation, puisque c'était une conclusion principale de la recherche. Et donc, je pense que là, effectivement, l'idée, c'était pour pouvoir, de créer des lieux où, là où on allait chercher à manger, on pouvait aussi rencontrer un médecin, rencontrer des aidants, coupler donc l'aide alimentaire avec d'autres activités et favoriser l'intégration sociale en fait de ces individus. Peut-être que Vincent, voilà. Et donc il y a eu effectivement des actions concrètes menées à partir de ça. Il me reste, voilà, c'est terminé. Et donc, je voulais simplement du coup conclure sur la relation d'enquête. Pour moi, alors il y a deux types d'acteurs avec qui j'étais en lien, donc les collaborateurs de la Croix-Rouge et les enquêtés. Avec les collaborateurs, ça a été, je vais commencer par les enquêtés rapidement. Les enquêtés, pour moi, ça a été justement sortir de ma zone de confort. Les difficultés reviennent à celles des terrains sensibles, on va dire, donc je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est composé avec l'imprévisible, des individus qui peuvent disparaître du jour au lendemain, etc. Ça va être aussi la relation enquêteur-enquêté qui est modifiée par la situation de survie. Et donc là, émerge en moi, mon rôle est surtout celui d'aidante avant d'être celle de chercheuse. Ça me met parfois dans des inconforts et des difficultés quand je dois passer des appels à des hôpitaux, etc. Donc ça vient travailler aussi ma posture de chercheuse. Et aussi parfois aussi dans ces situations de survie, on rentre dans l'intime des individus et se pose la question aussi de moi, ma légitimité sur une question alimentaire qui au départ en fait nous paraît extrêmement urgente pour les questions de survie. Là, elle paraît presque parfois secondaire par rapport à pouvoir dormir, avoir des papiers, etc. Donc ça m'a amené à me questionner sur effectivement constamment sur ma posture. Et enfin, avec là les collaborateurs de la Croix-Rouge, je dirais que ça a été une collaboration plutôt vertueuse, avec une juste distance. On s'est rencontrés au début, on a élaboré des hypothèses de recherche ensemble. On a ensuite coélaboré des pistes d'action, coécrit ensemble. Et puis au final, alors je suis un tout petit peu frustrée justement là sur les temporalités parce que dans la création des actions, là, le chercheur n'est plus mis à contribution, mais c'est pas grave. Euh, voilà, puisque effectivement, de toute façon, j'ai aussi beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est toujours très plaisant de voir que là, pour le coup, une recherche action a réellement porté ses fruits et c'est fait, en tout cas, j'ai trouvé de façon très saine. Merci.
Merci Estelle. Pour compléter sur ce point-là, d'abord historiquement, donc la recherche menée par Estelle, c'est une des premières collaborations que la Fondation a menées en réponse à une sollicitation de la Croix-Rouge française qui était au cœur d'une vaste réflexion sur leur stratégie d'aide alimentaire. Et Estelle a fait petit déjeuner, dîner dans les services d'aide alimentaire, Croix-Rouge, Resto du Cœur, etc. aussi. Et à la fin, elle nous a fourni un rapport final qui est demeuré confidentiel, qui listait tout un tas de recommandations très pratiques sur quelle nourriture donner, comment la donner, etc. Et qui a beaucoup aidé nos collègues de la Croix-Rouge. Et à côté de ça, elle a rédigé un article scientifique qui est disponible sur notre site, vous pouvez aussi l'avoir sur le flyer disponible ici, qui a invité nos collègues à faire un pas de côté et à changer de modèle de l'aide alimentaire à l'accueil alimentaire. Et aujourd'hui, la stratégie d'aide alimentaire de la Croix-Rouge française s'appelle l'accueil alimentaire, et la Fondation soutient une nouvelle recherche destinée à témoigner des premiers effets des nouveaux dispositifs qui ont été mis en œuvre dans le cadre de cette nouvelle stratégie qui a été inspirée par la recherche d'Estelle. Voilà, pour compléter l'histoire. Bravo. Alors, voilà où peut nous mener une bourse de la Fondation de la Croix-Rouge française, c'est pas rien, et comment une recherche se transforme et éclaire un programme et se transforme et éclaire éventuellement même des politiques de manière extrêmement pertinente. Merci beaucoup et bravo pour le projet et les retombées. On a, comme d'habitude, jamais assez de temps, une quinzaine de minutes. Et je ne veux pas revenir sur tout ce que vous avez dit. C'était déjà très clair malgré le peu de temps qu'on vous avait donné. Je réagirais peut-être rapidement en disant que finalement, les sujets sont toujours très complexes. Les sujets sont toujours, ou les objets très sensibles avec des partenaires, des organisations ou des entités qui sont parfois un peu frileuses. Le chercheur, lui, doit toujours, en études humanitaires, être vigilant, hein, toujours s'assurer que sa positionnalité reste importante parce que dans ce défi-là, qui est un peu un travail de longue haleine, de ténacité de la recherche en humanitaire, ben, souvent, on peut perdre de vue notre positionnalité parce que pour atteindre nos objectifs de recherche, on peut trahir une certaine objectivité. On peut trahir certaines méthodologies, de dire, bon, est-ce qu'on explique vraiment concrètement les enjeux éthiques de la recherche, etc., où on tourne un peu les coins ronds pour enfin que la recherche se produise. Ça fait 6 mois qu'on attend enfin une entrevue. Si les gens avec lesquels on veut travailler, comme vous l'avez dit, Estelle, sont une population vulnérable, sensible vont peut-être pas vouloir se faire interviewer, etc. Et ce qu'on a vu comme expérience, que nous avez toutes partagé à différents niveaux, c'est vraiment la ténacité, la vigilance, de l'audace, qui devrait faire partie des termes de référence des chercheurs en études humanitaires, parce qu'il faut toujours effectivement rester vigilant sur cette positionnalité-là. Donc, je reviens un peu aux prémices de base. Avant de laisser quelques interventions dans la salle, je me permets d'avoir le privilège de la première question. Je vous demanderais très rapidement, comme on l'a fait tout l'après-midi, dans un monde idéal, ça serait quoi les conditions idéales pour réaliser une recherche sur l'humanitaire? Entendant tous les défis, les précautions, les heures, les jours, les mois que ça a pris pour en arriver à constituer un centre de recherche, en arriver à développer des méthodologies objectives, etc. Quelles sont les conditions idéales ou qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'ingrédient qui manque ou qui a manqué selon vous? On parle à des gens intéressés en recherche, on parle à des organisations, des gens qui ont du financement, des gens influents du milieu. C'est quoi qu'on doit leur dire pour avancer de manière prospective en recherche? Quelles sont les conditions idéales? Peut-être qu'on reviendrait sur notre même avec Éléonore, Sandrine, Maria et Estelle. Éléonore pour commencer. Ouais, j'ai encore envie de choisir Maria pour commencer. Non, bon, je pense pas avoir une réponse. Tu vois. Bon, déjà, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de soutien et nous sommes disponibles. Non, mais je sais pas. Je pense que une chose importante, c'est le temps libre autour du projet. Donc, le temps pour nouer les relations, pour investir et ne pas être obligé d'aller trop vite avec des objectifs particuliers. Donc, je vais peut-être dire ça. Est-ce que je peux faire une autre commentaire rapidement?
je suis très intéressée par cette idée de l'objectivité de la recherche ou des chercheurs externes qui ne sont pas basés dans les organisations des acteurs humanitaires. Je pense que nous devons faire attention à notre façon de parler de notre objectivité en tant que chercheur. C'est pas un caractère qu'on a ou un comment dire, un trésor quand on commence avec cette objectivité et il faut le défendre et ne pas le mettre en cause. Je pense que c'est un travail, c'est un processus, c'est un effort constant pour essayer de comprendre nos biais et de les minimiser, c'est ce qu'on fait. Je pense que quand on parle souvent dans ce genre de discussion, on a tendance à mettre des gens dans les catégories et puis faire des générations. Moi, je l'ai fait aussi, évidemment, mais je me sens mal à l'aise avec l'idée que moi, j'apporte l'objectivité à ces partenariats. Donc, je veux juste faire ces commentaires parce que je pense que c'est un peu trop généreux pour les chercheurs. Merci, merci. Je passe. Sandrine? Bah, c'est une question difficile parce que je pense qu'elles n'existent pas, les conditions idéales, du fait aussi de ces enjeux de temporalité, parce qu'il faudrait du temps, mais on ne l'a pas ce temps-là pour répondre à certaines problématiques. Peut-être, je dirais deux choses. C'est je pense que quelque part, si on parle des financements liés à la recherche, c'est aussi le financement lié au projet, parce que pour avoir du temps sur les projets, il faudrait avoir de la visibilité sur les projets sur lesquels vont se faire la recherche. Si on a du temps sur les projets, on aura aussi le temps d'y associer des démarches d'apprentissage, etc. Et le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est en fait, c'est pas une condition idéale, mais une condition à travailler collectivement. C'est que collectivement, on arrive à renforcer la culture d'apprentissage des organisations et des chercheurs aussi sur ce qu'est l'humanitaire, ce qu'est les enjeux, ce qu'est les contraintes. Donc, c'est vraiment cette culture d'apprentissage collective de comment ensemble, oui, on apprend, on tire des leçons, un peu comme vous venez de l'évoquer, Estelle, pour pouvoir améliorer nos pratiques collectives là aussi. Merci beaucoup. Maria? Merci beaucoup à la fois pour ces très bonnes questions et ces autres interventions. Donc, pour commencer, quelles sont les conditions idéales, les ingrédients qu'il faut? Je serais un peu comme, comme Eleanor, que c'est difficile d'y répondre, à part voilà, beaucoup de temps et de ressources pour le faire. Mais j'aimerais peut-être surtout revenir sur l'importance de ce dialogue de confiance entre acteurs humanitaires et chercheurs pour constamment échanger sur, à la fois pour nous en tant que chercheurs, pour comprendre au mieux les spécificités des défis sur le terrain pour les humanitaires, et pour nous, pour pouvoir apporter je sais pas, nos questions et les connaissances aussi qui découlent de projets de longue haleine. Et dans ce cadre-là, peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait Sandrine sur les temporalités, qui n'est pas forcément là, mais si je pourrais souhaiter à nos partenaires dans les organisations humanitaires, ça peut être justement de souhaiter qu'ils aient assez de temps pour avoir cet espace pour pouvoir nous rencontrer en tant que chercheurs également. Même si nous comprenons constamment que l'action est urgente et que les agendas sont remplis et qu'il est difficile de prendre ce temps, nous sentons souvent que la volonté est vraiment là, mais que parfois, voilà, il n'est pas réalisable non plus au quotidien. Mais donc, ce serait un souhait, puisque vous avez demandé les ingrédients idéaux. Et aussi pour rebondir aussi sur cette qui m'a fait cette question à laquelle je réfléchissais aussi pendant les différentes interventions sur l'objectivité de la recherche, que je pense, en le mentionnant tout à l'heure, je pensais aux différents principes humanitaires qui sont souvent aussi des idéaux. Donc, c'est un principe et un idéal pour la recherche, mais que nous devons, et je suis complètement d'accord avec votre présentation sur que c'est pas quelque chose qui est juste acquis, on vient avec, absolument pas. Et je pense qu'il n'y a pas de vraie objectivité ou de neutralité non plus, mais c'est je dirais peut-être presque d'être conscient de notre positionnalité aussi, nous permet aussi de poser des questions avec une certaine
distance. Donc, de constamment réfléchir à quelles sont les positionnalités voilà, des différents acteurs qui interviennent. Voilà, ça nous. C'est Merci. important. Voilà. Rapidement, Estelle, et après, on va passer à quelques questions, oui. Alors, dans un monde idéal, effectivement, j'ai une réponse qui m'est revenue de cette époque-là et je me souviens en avoir discuté avec les collaborateurs. C'était de passer d'une recherche-action à une recherche-action participative avec les personnes en question, la population étudiée. Et effectivement, à la fin de cette enquête ou au cours, je me suis sentie frustrée de ne pas pouvoir le faire, à la fois pour des questions de temps de la recherche sur une année, et le temps qu'il m'a fallu pour rentrer sur le terrain, et puis de population sensible aussi. Mais clairement, il y a plein de moments où j'ai senti que ça aurait été complètement judicieux de les intégrer dans la recherche. Quand on parle de préférences alimentaires, quand on parle d'eux en fait. Et donc moi, j'étais un intermédiaire, mais on aurait pu très bien constituer un dispositif, un protocole d'enquête pour qu'il fasse partie aussi des questionnements et à la fin, voilà, de diffuser eux-mêmes en plus des résultats d'enquête. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. Questions, on va prendre quelques questions. J'en vois déjà 3-4. Et après ça, vous indiquez à qui vous posez votre question. Puis on va. Merci. C'est plus un commentaire, François, et d'ailleurs que m'a inspiré votre remarque en disant que toute recherche n'est pas bonne à faire. J'en suis personnellement convaincu parce qu'on n'a pas les compétences, parce que ça ne va rien apporter de plus à la connaissance et ce n'est pas intéressant d'un point de vue intellectuel. Mais il y a une question qui en découle et dont on n'a pas traité, c'est assez intéressant d'ailleurs qu'on ne l'ait pas traité, c'est est-ce que toute recherche est faisable? On parle quand même, alors vous l'avez un peu abordé, Estelle, en parlant de terrains sensibles, on parle quand même de terrains qui sont parfois peu fréquentables, en tout cas pour les chercheurs, parce qu'on n'a pas l'autorisation et puis parce que notre mandat, passez-moi l'expression, c'est pas de sauver des vies. Enfin, je suis un peu brutal, mais contrairement aux humanitaires. Donc, on a des problématiques méthodologiques et éthiques communes avec le monde de l'humanitaire, les chercheurs, mais pour autant, on ne peut pas travailler sur tous les sujets de ce point de vue-là aussi. Excellent commentaire, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question sur le lien entre recherche et évaluation, parce que du coup, dans les organisations humanitaires, si je comprends bien, il y a une grosse culture de l'évaluation, du monitoring et de l'évaluation. Et du coup, dans ces moments-là, quel lien est-ce que vous pensez avec les protocoles habituels de suivi et d'évaluation et de la recherche? Et est-ce qu'il y a des différences strictes dans la façon de procéder les choses? Et quels enrichissements mutuels il y a sur les pratiques de l'un et de l'autre en fonction de ces différences-là? C'est un peu une question pour tout le monde. Merci. On va faire Philippe, Francis, et après, il y aura d'autres questions. Et derrière, oui, d'accord. Bonjour, merci. Je m'associe au remerciement, je ne vais pas en rajouter, parce qu'effectivement, on est tous très, très pris par tout ce que vous dites. Moi, j'avais peut-être une remarque d'abord. Ce qui manque un tout petit peu, mais c'est parce qu'on ne peut pas balayer tous les champs, c'est la recherche sur le droit international humanitaire, donc qui est aussi un peu un angle mort, comme pas suffisamment développé probablement. Et donc, je voulais savoir peut-être aussi est-ce que dans les recherches, dans les travaux que vous avez été amené à mener, il y a cela, peut-être aussi pour Marga, justement, dans les 3 instituts, est-ce que vous avez aussi cela? La deuxième chose, c'est moi, en vous écoutant, ça me conforte dans une démarche qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire les sociologues parlent d'observation participante. Moi, j'ai toujours soutenu qu'on est sur l'humanitaire, on était plutôt dans la participation observante. Donc, je voulais avoir un petit peu votre retour là-dessus, mais en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Et alors là, la seconde question, c'est aussi, là, on a plusieurs champs, mais la recherche sur l'Humanitarian Studies, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est très pluridisciplinaire. Et donc, je voulais un peu avoir vos retours là-dessus. Comment, dans vos expériences, dans les recherches que vous avez menées, comment vous avez travaillé sur un plan pluridisciplinaire, si vous avez travaillé sur un plan pluridisciplinaire? Merci. Francis et Madame derrière, puis après, on va faire une réponse par personne rapidement. Oui. Oui. Oui, il me semble que la relation entre chercheurs et humanitaires
deviennent progressivement un champ qu'on doit explorer en fonction des sujets, en fonction du type de recherche demandée par l'humanitaire ou qu'on estime qui puisse être intéressante pour l'humanitaire, parce que la question de l'objectivité face à des initiatives que les gens prennent parfois dans l'urgence, visant l'objectif, mais pas sans respecter les règles éthiques, généralement, les humanitaires, ils ont quelques réserves à se livrer pour que le regard critique du chercheur qui passe, qui voit, après que eux, ils aient mis des années à trouver une solution comme ça, que ces deux positions, ces deux postures puissent être rapprochées. Donc, il y a de la matière à réflexion là. Alors, je ne vais pas être plus long. Tout à fait. Merci. Et madame derrière, puis après, on fait le tour de table. Merci. J'ajouterais peut-être à ce que vous allez poser comme question, votre expérience vis-à-vis de la transdisciplinarité. Dans mon activité en permanence, que ce soit dans les champs de chercheuse ou dans les cadres de l'activité professionnelle, je suis confrontée à travailler avec beaucoup de personnes qui sont très favorables à la transdisciplinarité, mais je vois que dans les terrains, c'est extrêmement compliqué. Donc, je voudrais savoir quelle est votre approche et comment vous l'avez abordée. Excellent. Alors, ce que je propose, on va laisser un tour de parole dans le même ordre et vous répondez aux questions qui vous ont interpellé. Éléonore? Je vais peut-être, juste pour les questions des disciplines, je pense qu'en effet, les ambitions sont un peu en avant par rapport aux réalités de la pratique. Et par exemple, si on parle un peu plus du marché de la recherche et les gens qui le font, où est-ce qu'on publie si on travaille avec plusieurs disciplines ou d'une manière transdisciplinaire, etc. Quels postes sont disponibles, etc. Donc, c'est mis en valeur peut-être, mais plus difficile dans la pratique. Et en plus, ça dépend beaucoup de quelle discipline on parle. Donc, évidemment, il y a des manières de penser qui vont mieux ensemble et d'autres qui se trouvent plus en tension, qui peut être créatrice et intéressante, mais quand même, faut refaire encore de plus ce travail de traduction, je pense. Donc, une petite réflexion. Sur le droit, j'ai fait un peu de travail sur l'histoire du droit international humanitaire et les implications des acteurs humanitaires qui ne sont pas forcément des spécialistes du droit dans les processus de révision de droit des années 70. Et c'est vrai que c'est un peu, on dirait que c'est un monde à part. Donc, l'histoire du droit international en général, c'est une discipline très intéressante, très vive, avec beaucoup de nouvelles pistes. Mais je pense que dans le domaine humanitaire, ça vient plus lentement. Et ce qui existe, c'est souvent un peu à l'écart par rapport à la majorité, enfin une discipline plus large d'études humanitaires. Donc, je pense que ça change, mais que ça reste quand même un peu dans les marges. Donc, oui, mais il y a de l'espérance pour le futur, je pense. On peut être optimiste dans ce cas. Oui, merci. Alors, est-ce que toute recherche est faisable? Non, certainement pas, mais on peut faire quand même des recherches dans des contextes très compliqués. J'ai par exemple ici le résumé d'une recherche sur prise en charge médicale des violences sexuelles en contexte de crise, et c'était au Nigeria au moment du conflit. Donc on essaye aussi d'adapter des méthodologies pour que ce ne soit pas forcément les chercheurs qui vont sur place ou à certains endroits, mais pouvoir aussi former les équipes à des méthodologies d'enquête, etc. Donc en tout cas, ce serait dommage que certaines situations soient complètement hors des radars parce que justement, il y a beaucoup de choses à étudier, mais il faut sans doute adapter les méthodologies, les manières de faire, etc. Recherche et évaluation, le lien, oui, il y a beaucoup de liens. C'est bien pour ça que notre pôle recherche et apprentissage, il intègre aussi la méthodologie, évaluation, capitalisation, etc.
Après, c'est des méthodologies différentes, c'est des objectifs différents. Clairement, les évaluations, c'est vraiment des objectifs d'apprentissage sur nos projets. On ne va pas se mentir, c'est aussi parfois beaucoup demandé par nos bailleurs de fonds, les évaluations. Mais on essaye aussi d'en avoir pour l'apprentissage interne. Mais ça va être une démarche d'apprentissage qui est plutôt, on va dire, interne sur nos pratiques, alors que la recherche, elle est plutôt quand même à viser d'être partagée à différents acteurs, etc. Pas qu'on ne partage pas nos évaluations, mais ce n'est pas tout à fait le même intérêt, je dirais. Bon, je ne vais pas élaborer plus. Sur quoi rebondir d'autre? Relations chercheurs humanitaires, c'est intéressant que le professeur Akindes l'évoquait parce qu'on a eu ce type de discussion là, sur une recherche qu'il a menée avec nous en Côte d'Ivoire. Non, mais il n'y a pas de. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu. C'est aussi pour ça que je parlais de notre pôle recherche et apprentissage, qu'il a un peu un rôle de médiateur entre les acteurs terrain, pour lequel, quand on va questionner leurs pratiques sans qu'ils aient eu conscience que la recherche pouvait amener à ça, évidemment, ça frotte. Il faut savoir, enfin voilà, il faut qu'on arrive à l'amener, à amener cette culture de l'apprentissage, de la recherche, sans juger la pratique et pourquoi les personnes ont eu cette pratique. Bon, mais c'est effectivement des enjeux très forts qu'on le rencontre. Et juste un mot sur recherche sur le droit. Je pense que vous évoquiez plutôt le droit international, mais je veux dire que parfois on a des partenariats avec des chercheurs pour évaluer l'impact des législations sur la santé des personnes. Je pense à une recherche notamment sur la pénalisation de l'usage de drogue qu'on a pu mener avec Marie-Geoffrey Roustid, qui montre vraiment tous les impacts sanitaires et sociaux de la loi sur les personnes, et justement qui nous donne des billes pour essayer d'aller la faire évoluer, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci. Est-ce qu'on a... Merci beaucoup. Je ne vais pas être. court. Plusieurs questions étaient couvertes, c'est ça. Mais pour aller directement sur les questions de transdisciplinarité, interdisciplinarité, et peut-être la question du droit aussi dans le domaine des études humanitaires. Pour commencer par ça, dans notre réseau de chercheurs, nous avons plusieurs. Par définition, oui, à la fois nos instituts de recherche et notre centre de recherche sur l'humanitaire fonctionnent de manière très interdisciplinaire. Nous venons tous de différentes disciplines, mais avons constamment un dialogue entre différentes disciplines. Nous avons tant des chercheurs spécialistes du droit humanitaire international, mais aussi ceux qui sont, comment dire, qui sont juristes, anthropologues, de legal anthropology, qui vont aussi poser les questions de comment des nouvelles pratiques humanitaires, l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple, vont compromettre le droit d'individus, par exemple. Donc, voilà, ça va du droit international humanitaire à ces questions plus spécifiques qui permettent de poser les questions différemment. Je pense que la discussion sur la transdisciplinarité, c'est une grande question. Je suis complètement d'accord. Souvent, la volonté est là d'avoir des vrais projets de recherche transdisciplinaires, mais il ne suffit pas, encore une fois, de juste l'énoncer. Il faut aussi travailler ce dialogue. Mais je dirais que parfois, il faut à la fois travailler le dialogue pour comprendre les différents, encore une fois, langages entre différentes disciplines, mais aussi être conscient que chaque discipline, être conscient aussi de la discipline de laquelle on vient et de quelle est la valeur ajoutée à la fois des historiens, des philosophes, comme on entendait ce matin, et voilà, des politologues et juristes. Voilà. Merci. Estelle, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais que voilà, FIM. Pour moi, ça a été une question sur l'évaluation de la recherche. Je pense qu'il y avait des outils que la Fondation mettait en place. J'en reviens toujours à la personne qui est étudiée. Donc, pour moi, ça a été toujours la question de est-ce que j'étais imposteur ou pas dans cette recherche. Et avec les individus que j'ai suivis, je pense que ça s'est senti dans la relation qu'on a continué à avoir et qui a été finalement qui a perduré au-delà de la recherche. Donc pour moi, ça a été finalement un critère d'évaluation parce que ça, c'était moi-même. Hein, est-ce que j'étais un imposteur ou pas en tant que demandeuse et utilitariste à ce moment-là. Et ensuite,
Je dirais que bah oui, évidemment, je répondrai à cette question sur j'étais en posture de participation observante durant les distributions alimentaires. C'était une façon de légitimer effectivement ma place en tant que chercheuse. Maintenant, il fallait que je le fasse à découvert très rapidement parce que sinon, basculer de distribution alimentaire à chercheur, c'était difficile aussi pour la personne de comprendre en fait cette double casquette. Mais voilà, merci. Merci. Juste pour un petit mot de conclusion. Moi, je retiens notamment que l'utilité de la collaboration entre chercheurs et humanitaires ne réside pas uniquement dans la production de nouvelles connaissances. François, tu as parlé d'organisation apprenante. Le pôle recherche de Médecins du Monde s'appelle Recherche et apprentissage. Maria, tu as insisté sur l'importance de créer une plateforme, un espace de dialogue continu. Et je pense que dans l'accompagnement de la continuité de nos collègues humanitaires par les chercheurs, au-delà de la logique de projet, de l'accumulation de la suite de projets de recherche, voilà, dans le cadre de projets d'action, qui nous permet d'entendre, de saisir leur savoir expérientiel, de les aider parfois à le formaliser, à le verbaliser même, à le cadrer et à le valoriser ensuite. C'est tout aussi important. J'ai ce souvenir, moi, dans le cadre du Covid, de notre accompagnement par le Centre Maurice Alvax de l'EHESS, avec qui on faisait une réunion tous les mois avec les animateurs du dispositif Croix-Rouge chez vous, qui était une plateforme d'appel téléphonique de la Croix-Rouge. Et les échanges étaient d'une richesse. Et c'était par petites touches une acculturation qui se faisait. Ah, mais vous savez, en sociologie, on emploie tel concept. Et c'est le même mot que vous employez, mais dans un sens différent. Et tout cet accompagnement-là continue. Bah, ça aide à ce que me disait Aude Sturma hier quand on discutait ensemble, qui est une chercheuse qu'on a soutenue, que en toute humilité aussi, les chercheurs, vous parliez des recherches infaisables, il y a ce qu'on peut faire de manière très facile, je pense, et humble, qui est d'aider nos collègues à faire juste un pas de côté déjà, et d'être à leur côté, mais de manière continue. Donc, pour répondre à ta question sur l'idéal, pour moi, ce serait déjà d'avoir cet espace où l'échange se fait, mais de manière continue, au-delà de cette logique ponctuelle de projet. Pour aider à cette acculturation, ce serait déjà bien.